Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Alors je vous salue à nouveau, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cet événement table ronde depuis la Bretagne, puisque cette table ronde va être rediffusée sur une émission Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel sur Radio Médecine Douce. Est-ce que le public... Donc nous venons de passer une magnifique journée riche de sens, de prise de conscience, à l'occasion des rencontres entre médecine conventionnelle et les soins naturels organisées par Anne Sarkissian. Où des médecins, des thérapeutes, des coachs, un public ouvert et généreux en quête de complémentarité se sont réunis pour cette 3e édition à la Forêt Fouesnant. Un public chaleureux, présent, conscient et engagé avec nous. Est-ce que vous êtes là ? Oui. Nous avons le privilège de diffuser donc les pépites de cette table ronde unique en son genre avec des invités de marque. Je vais vous présenter dans quelques minutes pour cette émission spéciale événement sur Radio Médecine Douce. Quelle meilleure occasion pour éveiller et réveiller des dimensions insoupçonnées en vous avec les conférenciers qui m'accompagnent. Donc, à ma gauche, j'ai Luc Baudin qui a donné une conférence aujourd'hui qui s'intitulait « La médecine spirituelle, soigner l'âme pour guérir le corps ». Magnifique conférence. Le docteur Gérard Fisch qui a donné une conférence « Rajeunir l'ADN ». C'était fascinant. Nous avons également Valérie et Olivier Bruni. Leur conférence aujourd'hui, la libération émotionnelle au cœur de la santé globale. Merci beaucoup. Ludovic Leroux qui a donné une conférence sur l'intelligence du corps, le compositeur de votre bien-être. Docteur Véronique Bellec qui a parlé fertilité, infertilité, procréation assistée. Et si faire un enfant n'était pas seulement une problématique médicale, nous en avons beaucoup appris. Merci. Et Yann Cano pour terminer cette table ronde où tu nous as parlé d'astrothérapie, se mettre au service de la conscience. Et qu'est-ce qu'on a ri. Merci. Et oui, ri et appris, exactement. Un très beau programme ponctué sur ce plateau que j'ai donc grand plaisir d'animer après avoir à mon tour donné une conférence intitulée « La puissance d'un réveil », partageant mon histoire, les méthodes développées grâce à mon parcours aujourd'hui. On a vraiment pu aborder quelque chose de très complet aujourd'hui. Donc sur cette table ronde, nous allons pouvoir aborder des questions plus spécifiques. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, en commençant par une question avec cet événement abordant la complémentarité des médecines. Et donc, notre émission, Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel. On va aller vraiment à l'essentiel. Qu'est-ce qui fait la particularité d'un éveil, d'un réveil, d'un déclic pour vous, mes très chers invités ? Voilà, la réponse est donnée. Le temps. Le temps ? Il faut du temps. Dis-nous en plus. C'est ce que j'expliquais un petit peu. Il y a un temps pour mettre en place son karma, ses blessures, subir. Et puis il y a un temps pour se réveiller ou avoir envie d'en faire quelque chose d'autre. Un peu comme s'il y avait un temps pour mettre en place sa terre et puis un temps pour la travailler. Ouais. Et donc je crois que la conscience émerge au moment où il y a quelque chose de l'envie d'eux. Voilà. Et en même temps, la nécessité d'eux aussi. Parce que quand tout va bien, on ne cherche pas. Quand on souffre, il y a une nécessité qui va amener un besoin. Il y a 2 éléments. C'est que le premier élément, il ne faut pas que ce soit la fuite de quelque chose.
C'est la première chose. C'est pas pour fuir quelque chose qu'on va faire le point bascule, comme on l'appelle souvent. Et c'est pas pour fuir quelque chose. C'est parce que ce quelque chose est quelque part terminé. Moi, c'est comme ça que je l'ai senti, en fait. C'est comme si, quand j'exerçais à un moment, je sentais plus, il n'y avait plus le feeling, il n'y avait plus la vibration, j'avais plus la... Et donc, je sentais que c'était quelque chose de terminé. Et à un moment, il a fallu sortir de la zone de confort, comme on dit souvent, de la sécurité, des habitudes, parce que j'aurais pu continuer mon travail de médecin, j'étais tranquille jusqu'à la retraite, mais c'était plus moi, j'étais plus, et donc il y avait quelque chose d'autre qui m'attendait, et quelquefois on ne sait pas. Et non. Et souvent, la plupart, on ne sait pas, mais c'est souvent le pas qui coûte, et après ça, c'est la confiance. Est-ce que la vie ne nous montre pas certains signes quand même pour qu'on puisse faire ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Valérie? Parfois, on vit des choses exceptionnellement difficiles. Et là, on est face à des questionnements. Et c'est souvent, malheureusement, c'est souvent quand on est face à des choses difficiles qu'on se questionne plus. Et c'est dommage parce que, comme dans ton expérience que tu as bien racontée, Oui. Tu aurais pu éventuellement te questionner avant, Oui. mais c'était pas ton chemin à ce moment-là. Mais en tout Ça cas, allait trop vite voilà, à ce moment-là. voilà. Mais je pense que souvent, c'est comme ça que ça se passe. Je dis souvent, je dis pas tout le temps, mais c'est souvent. Et souvent, les gens, quand ils vivent des choses difficiles et que finalement, ça a permis de changer leur chemin de vie, ils remercient d'avoir vécu ces choses difficiles parce qu'ils savent que c'est grâce à ça qu'ils ont pu. Et c'est ça pour moi l'éveil, en fait. Mais moi, je dirais que mon envie, ça serait de pouvoir le faire, avoir le courage de se mettre en mouvement avant de se retrouver dans une situation où finalement il y a quelque chose qui nous tombe dessus. Ça peut être une séparation, ça peut être une maladie. Donc souvent on bouge à ce moment-là. Et moi, mon rêve, ça serait qu'on puisse se mettre à oser sortir du courant qui nous pousse, ce que tu appelais la normose, je crois. Et ce courant fait que finalement on ne se pose pas de questions et on attend d'être face au clash finalement pour se dire « Ah tiens, il faudrait que je bouge ». Donc moi c'est ce dont je rêve et je mets toute mon énergie justement à pouvoir sensibiliser les gens à oser avant qu'on soit face à une grosse difficulté. Et comme tu l'as dit... Non, je veux dire, non, je suis pas d'accord. Non, je sais pas, on s'engueule un peu. Pour ma part, je sais qu'à un moment donné, dans ma pratique en tant que biologiste, je m'ennuyais énormément. Donc ça, c'est un signe, c'est quoi? Ah oui, je sais que je regardais des chromosomes une grande partie de la journée sur un écran. Et j'avais juste envie que mon écran se transforme. Mais vraiment, j'avais envie qu'il se transforme en logiciel créatif. Ouais. Et je me dis, mais quand est-ce que je vais me décider? Et à un moment donné, j'ai senti que j'avais plus le choix. Okay. Et là, je me suis inclinée. En fait, je me dis, oh wow, je sais que c'est ça que j'ai à faire. C'est autre chose, c'est être plus avec les patients en direct. Et j'avais pas le choix. Et en même temps, ça m'animait tellement à l'intérieur qu'il fallait que j'y aille. C'est ce qui t'a animé, qui t'a permis de faire cette bascule et de passer à autre chose? En même temps, c'est parce que ça, c'est un vrai baromètre, Olivier, c'est ce dont tu parlais aussi. Est-ce que cette envie, cette flamme intérieure, je ne sais pas, est-ce que c'est ça qui t'a permis de basculer? Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on attend un petit peu trop. C'est ça le problème. Donc toi, comment tu as fait pour... Oui, c'est l'ennui. Puis en même temps, des pratiques que j'avais à ce moment-là, c'est-à-dire... des trucs de ouf pour un médecin, c'était aller faire des respirations holotropiques. Et là, j'avais en respiration, je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais tellement de données qui m'arrivaient qui concernaient les femmes, les femmes dans des états effectivement d'infertilité, des états de fausse couche, des états de perte d'enfants, et tout ça, c'est venu très très vite. Et je sais que moi, à un moment donné, j'ai témoigné de mon ressenti. Et je me souviens que la thérapeute qui nous accompagnait dans cet exercice m'a dit « Mais tu te sens comment ?» Et j'ai dit « Je me sens honorée. » Et voilà. Alors, on parle d'état, justement, on va faire
le lien avec Ludovic. En ce qui me concerne, donc, je voulais dire que c'était... C'est toi qui viens de parler. On est sur... Oui, je croyais que tu me regardais. Il n'y a pas de souci. Alors, commence. Non, c'est vrai que je suis d'accord avec tout le monde, mais non, c'est important justement par rapport à cet état, c'est on ne prend pas le temps de s'arrêter non plus, t'en parlais dans ta conférence, on ne prend pas le temps de s'arrêter. Et moi, venant du monde aussi du sport de haut niveau, ça n'existe pas, ça, on s'arrête pour récupérer, on s'arrête. Merci. Pour justement, c'est indispensable, sinon on ne peut pas être efficace. Aujourd'hui, on a l'impression que pour être efficace, il faut toujours être en action, jusqu'au moment où il y a quelque chose qui nous appelle d'autres et qui nous oblige à nous arrêter. Donc, on a des limites. Alors chacun a ses limites, justement, chacun a ses limites, ses résistances, qui va vivre plus ou moins en fonction de son niveau d'énergie aussi, qui peut réactualiser chaque jour, mais obligatoirement, à un moment donné, le corps, justement, il va nous arrêter. Et si on ne s'arrête pas par soi-même régulièrement, comme un sportif va s'arrêter régulièrement, et on a l'impression de perdre son temps quand c'est comme ça, alors qu'au contraire, on gagne tout. Et moi, c'est ce que j'invite aux gens à faire, c'est de s'arrêter très régulièrement, parce qu'après, on est super efficace quand on est connecté vraiment à cet état de performance, à cet état d'être. Donc c'est s'arrêter. D'ailleurs, tu vois, dans s'arrêter... En sportif, on dit qu'on récupère. Oui, mais c'est exactement ce qui se passe quand on s'arrête. C'est pas analysez vous-même quand vous arrêtez, vous récupérez, clairement. Inversement, je ne pense pas qu'il y ait toujours besoin d'un clash. Ah ben non. Il n'y a pas besoin d'un gros événement qui va nous faire basculer. Je pense qu'au contraire, la vie nous amène à faire des virages qui, justement, quand au moment de ces récupérations, entre guillemets, mais récupérations autant physiques que psychologiques, nous remettent, si on est l'honnêteté de se remettre en cause, à ce moment-là, on va prendre des virages et faire des changements qui peuvent se faire dans la douceur et non plus dans la souffrance. Il n'y a plus besoin de faire ce grand saut et qu'on n'a pas, c'est parce qu'on n'a pas entendu tout le reste qu'à un moment, soit on passe, soit on reste dans sa position antérieure et on devient quoi? Malheureusement, des introvertis, des aigris et puis des tristes qui regardent la vie passer. Surtout que quand on prend ces temps d'arrêt ou de ralentissement, parce qu'on n'est pas tout le temps obligé de s'arrêter non plus, on voit bien que comme on a récupéré un petit peu d'énergie et autres, on repart de plus belle en fait. On a ce carburant qui repart, non? Quel conseil tu donnais en tant que préparateur mental, toi, à l'époque, pour qu'il s'arrête? Bon, je pense qu'il y a le rythme déjà défini pour un sportif de haut niveau, mais tu leur insufflais quoi à ce niveau-là? Alors, moi, il y avait une chose, notamment des sportifs qui venaient me voir, mais ça ressemble un peu à ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est qu'ils venaient me voir quand ça allait pas bien. Ah, ouais. Et moi je leur disais, plutôt que vous venez me voir quand ça va pas bien, venez me voir quand ça va bien pour qu'on le fasse perdurer. Et que vous appreniez à être bien, en fait. Parce que quand on fait la relation au corps, souvent, notre corps, on le ressent que quand on souffre. Mais on le ressent pas quand on va bien et on sait pas ce qui se passe à ce moment-là. Et pour ces sportifs, je leur disais, si tu veux être performant longtemps, viens me voir quand ça va bien, afin que tu connaisses ton état de performance, par exemple, et que tu puisses le reproduire, et surtout que tu puisses à nouveau y avoir accès, parce que tu le connais bien, parce que sinon on revient dans la normose, c'est normal quand ça va bien, et du coup on n'y prête pas attention. Et après, quand ça va mal, on se dit, je veux aller bien. Mais oui, mais je ne sais pas ce que c'est aller bien. Est-ce qu'on va réellement bien quand on est dans la normose? Non, la normose, c'est un état qu'on subit, dans lequel on grandit, c'est-à-dire c'est vraiment le fait de revenir dans un état ordinaire, de norme, de cadre, de référence, dans lequel il n'y a pas de risque et où on sait qu'on est dans cette neutralité. Elle n'est pas bienveillante pour le coup, elle nous permet de survivre. Et l'astro, ce que j'adore, c'est vraiment cette dimension de si vous avez un soleil dans telle énergie, augmentez-le, brillez le plus et ne laissez pas les autres vous dire non, mais c'est trop ça. Non, c'est moi, c'est qui je suis, ou c'est ce que l'univers a déposé à l'intérieur de moi. Donc, et ça, je trouve que c'est non seulement il y a de la tolérance, mais il y a en plus du goût parce que on est tous différents et c'est un contre-pouvoir à la normose incroyable, clairement. Mais la normalité n'est pas forcément la même pour tout le monde. Mais il y a quand même des tendances sociétales ou culturelles ou mais le problème, contextuelles. C'est ce qu'on retrouve en médecine, c'est que personne n'est capable de donner
La définition de la normalité. Est-ce qu'il y a une normalité? Et la normalité, la seule définition qu'on dit, c'est les gens qui sont en bonne santé, c'est les gens qui sont pas malades. C'est-à-dire que c'est Oui, mais tu vois, quand il a pas dit ça. par exemple, on va avoir du mal à comprendre que, par exemple, la grande santé, c'est pas forcément l'absence de symptômes. Oui. Pour Justement. les antibiotiques, c'est pas automatique. Hein. C'est-à-dire que quand il y a 30 ans, on le disait, c'était pas reconnu, puis il y a des slogans qui sortent, puis d'un coup, on se dit, bah oui, ah, mais maintenant, ok, c'est intégré. Et donc, la norme, on voit bien, la norme, de toute façon, ça ramène au père, à la loi, au cadre. Et la loi du père, par exemple, aujourd'hui, nous dit, mettez des masques. Eh oui. Sommes-nous obéissants? Allons-nous écouter ou pas? Est-ce qu'on écoute ce qui tourne autour? Ben, ça, c'est la norme. Est-ce que je passe? Est-ce que je me mets à côté? Est-ce que je me décale de la norme? Est-ce que j'ai un autre point de vue? Est-ce que c'est accepté, toléré ou pas? On n'a toujours pas de définition de la norme. Il n'y en aura pas, je pense. Eh oui. Elle est en mouvement, comme la vie. Eh oui. Mais il y Elle a quand même change une norme de d'instant en l'instant. C'est ça qui est difficile, Ouais, parce change que même au d'instant en niveau instant. psychiatrique, on retrouve sur le même problème. Comment définir et là, les médecins ont lâché un petit peu la description, et c'est plutôt les politiques qui commencent à prendre le relais par rapport à la définition de la norme au niveau psychiatrique, et qui intéresse même les enfants en bas âge. Donc ça devient très Ça grave. devient complètement grave. Il est temps d'y réfléchir sérieusement. Je pense que il n'y a pas une réponse. Et c'est pour ça que dans la norme, on a tendance à définir une norme, alors que pour moi, c'est plutôt un spectre dans lequel on a tout ce déséquilibre, dans lequel on va. Et parfois, être en colère, c'est normal, et parfois, être triste, c'est normal. Et on a l'impression que la norme, ça doit être quelque chose de très défini, alors que c'est On tout a ce qui se voulu passe dans la mettre vie. des cases, en fait, dans une société le plus possible, et puis c'est de pire en pire, je crois. On est de plus en Non, puis- plus cadré. Et la vie, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est le mouvement. Donc Là, il y on a devient de toujours plus en une. plus figé, quand même. hein. Un équilibre dynamique, plutôt Ouais. qu'un équilibre statique. C'est pas qu'on Alors cherche. vous, docteur Fisch, docteur Gérard Fisch, qu'est-ce que vous pensez de cette particularité d'un éveil, d'un réveil, d'un déclic? Dites-nous un petit peu. Du déclic, comme ça, qu'on peut avoir Un dans la déclic. Donc, vie. le déclic pour moi, dans c'est une ce que norme, j'allais dire tout justement, à l'heure. comment on va faire C'est pour, simplement, en tant que médecin généraliste, j'ai vu les insuffisances de traitement médicamenteux qui ne respectaient pas l'individu, qui étaient le grand oublié. Et donc, quand vous êtes médecin prêt à faire tout pour améliorer votre malade et que vous voyez que vous passez à côté de l'essentiel que vous connaissez, j'avais étudié l'acupuncture, je savais qu'on en avait un corps quantique avec vibratoire et tout ça, que je pouvais essayer d'intervenir dessus. Et là, et en plus, les gens, j'avais réputation d'être un bon médecin, parce que j'étais à l'écoute, j'étais sérieux. Alors là, je me suis vu un imposteur. Ok. Ça, c'est très difficile, quand on veut bien faire, de dire, mais On parlait de normes il y a 2 petites voilà, secondes. alors la c'est norme, vraiment- pour moi, ouais, c'est la beaucoup norme plus aussi, simple, hein. parce que c'est une histoire de fréquence. Bien sûr. Puisque la norme, c'est l'équilibre entre le yin et le yang. Donc, pour moi, c'est très défini. C'est-à-dire, le yin, le repos, c'est 1,9 Hz à peu près. Le yang, l'énergie au maximum, le yang maximum, c'est dans les 200 Hz. Et l'équilibre se fait à 20,45, qui est la ligne zéro d'équilibre. Et ça, c'est pour toutes les hormones, tous les organes, toutes les cellules et les organites. Et l'ADN, bien sûr, fonctionne sur ce principe. Donc, c'est beaucoup plus simple pour moi, parce que j'ai une vision de la norme mathématique et physique. Ah, mais c'est Mais parfait. c'est par mon évolution. Et alors là, ça donne quelque chose de très précis. Et je comprends que pour vous autres qui n'avez pas suivi cette démarche, dites qu'est-ce qui met ça en chiffres. Alors pour nous Voilà. autres, justement, qui n'avons pas suivi cette démarche, ce qui peut être intéressant, c'est quel conseil donneriez-vous, vous, pour justement équilibrer ces hertz? Mais disons, pour moi, c'est facile, puisque avec les codes fréquentiels, je peux étudier, on le voit pour l'ADN, mais je peux étudier n'importe quel organe, n'importe quelle enzyme, et c'est toujours la même chose. Est-ce que c'est normal, que c'est équilibré? Est-ce que c'est au repos, mais au physiologique? Est-ce que c'est accéléré, mais physiologique au yang maximum? Est-ce que c'est beaucoup plus haut? Est-ce que c'est beaucoup plus bas? Là, c'est pathologique. Et je corrige tout de suite. Donc, j'ai une solution à maintenir cette norme pour n'importe quoi et n'importe quelle enzyme. Bon, c'est vrai que dans le parcours que j'ai fait, en mettant en formule quantique et mathématique le corps et son fonctionnement, c'est beaucoup plus simple de répondre à ces questions. Mais je réponds d'un côté mathématique et physique. Ce n'est pas du tout sur le plan énergétique, global, comme vous le faites, parce que vous n'avez pas cette notion de chiffre. C'est tout. Donc moi, je peux vous apporter des précisions de chiffres, mais c'est austère. C'est un manque de poésie. Oui et non, on en a besoin. Oui, mais c'est la vérité. Tout Ouais, la vérité tout comme part ça. On de ne peut là, pas quand tricher même. sur les chiffres. Non, sur la tout vérité. part de là Voilà. quand même. Mais c'est rassurant. Quand j'ai su ça, j'ai su que je
pouvais avancer dans la bonne voie, puisque je ne risquais pas de faire des erreurs. Voilà. Ok. Alors là, on va parler un petit peu des leviers, de ces détails prépondérants en fait que tout le monde devrait saisir aujourd'hui. Moi, j'ai envie qu'on parle de ça parce que on est aujourd'hui réunis autour donc d'un événement qui s'appelle la rencontre entre médecine conventionnelle et les soins naturels. On a abordé énormément de sujets. Qu'est-ce qu'il y aurait à retenir finalement, parce qu'on se déplace sur des événements de ce type, nous faisons une table ronde aujourd'hui pour vraiment faire ressortir les détails importants de cette journée, parce que tout est quand même détail dans une globalité, dans une normalité. Quels sont les leviers, ces détails qui sont quand même prépondérants pour saisir ces subtilités qui vont nous permettre quand même d'être en bonne santé? Alors, si je peux poursuivre là-dessus, rebondir. Donc, je constate qu'il y a des médecins ici présents qui ont fait un saut différent parce qu'ils ont compris qu'ils n'apportaient pas à leurs patients ce qu'il fallait. C'est ce qui m'a décidé aussi. Même si moi j'ai après fait un plan sur le plan physique quantique et puis énergétique chinoise aussi, puisque c'est très mathématique. Et donc je suis un peu terre à terre là-dedans. Hein, je décolle pas. Hein, je reste dans mes chiffres et dans mes mesures. Mais je veux dire qu'on a le même constat, c'est-à-dire qu'on a ici 3 médecins qui ne pouvaient pas exercer la médecine parce qu'ils n'en pouvaient plus. Toi, en tant que biologiste, et toi, tu as fait tout un tour remarquable sur toutes les civilisations pour enrichir tes connaissances. Et donc, ça veut dire que la médecine allopathique a disparu dans cette réunion. Elle n'est plus là, la médecine allopathique. C'est que les médicaments et les vaccins. C'est pas de la médecine, ça. C'est pas la médecine, mais il faut pas la... Mais on est complémentaires. Exactement. On ne va pas s'opposer. Je suis toujours... J'ai fait 25 ans de médecine et je suis toujours très respectueux de cette médecine qui, si j'avais un infarctus tout de suite, n'hésitez pas à appeler le SAMU. Bien sûr. Oui, non, mais il faut rappeler. C'est vrai, il faut le rappeler. J'ai fait un tour du monde dans des conditions... Et j'étais très heureux d'avoir fait mon vaccin contre la typhoïde, contre le choléra, parce que je me suis retrouvé dans des endroits, même à soigner la lèpre, etc. Et il fallait, et donc il faut toujours arriver à faire la part des choses. Mais par contre, c'est vrai que la médecine conventionnelle prend toute la place. Elle ne veut pas céder la place aux autres. L'inverse est vrai aussi. C'est qu'en fait, pourquoi les médecines naturelles n'arrivent pas à s'imposer aussi, c'est parce qu'il y a un manque terrible d'études. C'est d'études. Parce que quand la médecine va être capable de faire des études sur 50, 100 000 personnes, la médecine naturelle va en faire sur 50. Et donc, on parle plus, on n'est pas dans la même cour. C'est vrai qu'on n'a pas le support des laboratoires pharmaceutiques, ça c'est évident. Tu sais, les Chinois, il y a 5000 ans, ils équilibraient très bien les gens. Et ils n'avaient pas fait d'études et de comparatifs double aveugle et tout ça. Ils l'équilibrent toujours très bien dans les médecines, dans les cliniques traditionnelles chinoises. Voilà. Et donc, c'est une médecine qui a fait ses preuves sur le terrain. Et donc, nous, dans l'énergétique, on fait de la preuve sur le terrain. On n'est pas sur le même domaine. Oui, mais si on veut, là, dans l'époque actuelle, il faut malheureusement des preuves si on veut s'imposer quelque part avec... mais je crois que les patients, c'est la meilleure preuve que ça marche. Oui, mais... Sinon, il n'y viendrait plus. Ça, on est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai toujours suivi... Je voulais juste dire... en même temps, il y a quelque chose qui m'a beaucoup rassurée aujourd'hui. C'est que j'ai entendu quand même que dans cette belle région de Bretagne, des médecins généralistes prescrivent, envoient leurs patients à des personnes qui font de l'acubiopression et de façon extrêmement large, dans des indications extrêmement larges. Et je me dis, mais waouh, quoi, parce que c'est une belle ouverture. Bravo. Voilà une complémentarité. C'est une belle complémentarité qui devrait... Bon, personnellement, je ne vis pas tout à fait la même chose dans mon département. Donc, Déménage. Olivier Bruni ? Oui, on parlait des études qui étaient faites dans le domaine des médicaments, et puis d'autre part des études qui peuvent être faites dans des médecines complémentaires qui souvent sont énergétiques. Ce qui se passe, c'est que d'un côté, on est au niveau de la chimie et de l'autre côté, souvent au niveau de choses beaucoup plus subtiles, quantiques, etc. Et on sait que c'est des domaines où
les envies, les intentions des observateurs, en fait, influent sur les mesures. Et quelque part, je pense que ça interroge même les protocoles en fait, de validation, puisqu'on peut du coup ne pas pouvoir appliquer des protocoles qu'on utiliserait pour des médicaments chimiques à des mesures concernant en fait des énergies subtiles. Et donc là, on est devant un problème de fond, c'est-à-dire on veut comparer des choses, enfin on voudrait comparer des choses, mais les moyens de comparaison en fait ne sont pas les bons puisqu'ils ne sont pas adaptés des deux côtés. Ce qui est le cas avec l'homéopathie. Parce que l'homéopathie, on ne peut pas utiliser les structures de recherche sur l'allopathie à l'homéopathie. On est dans des systèmes qui sont tout à fait différents. Mais déjà, ce qui n'empêche rien, ce qu'il faudrait quand même, c'est que même en homéopathie, il faudrait quand même qu'il y ait des recherches qui soient un peu plus développées, même s'ils n'utilisent pas le même protocole. Ça n'a pas d'importance. Parce que l'homéopathie, il ne faut pas oublier que Boiron, à l'époque, a phagocyté l'olysose d'ailleurs, mais c'est surtout qu'ils ont voulu à Lyon avoir des remboursements pour pouvoir avoir une plus large audience. Et donc, les patrons ont voulu que ça passe d'un côté médical. Et ils ont réussi ce truc-là. Manque de peau, après, on s'est rendu compte qu'ils avaient ouvert la façon de les attaquer et de les détruire. Parce qu'ils s'étaient mis dans la cour des grands. Il y a eu quand même un élément qui était quand même plus important, c'est que nous, on a entendu parler de l'histoire française de l'homéopathie. Oui. Il faut bien savoir que l'homéopathie a été attaquée comme de par hasard dans beaucoup de pays européens et aux États-Unis en même temps. Alors je veux dire que ce n'était pas qu'une affaire française, il y a vraiment eu une attaque généralisée contre l'homéopathie. Bien sûr, Big Pharma est partout. Oui, parce que Boiron n'est pas, est représenté un peu partout dans le monde, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres dans d'autres pays comme l'Allemagne. En Allemagne, ils ont conservé d'ailleurs l'homéopathie. Oui, mais parce qu'ils se soignent comme ça depuis très longtemps. Donc ils tiennent à leur valeur, on leur concède. Monsieur Allemagne. Ce qui est compliqué aussi, c'est que toutes les expériences en double aveugle, on peut les faire sur la prescription de médicaments, et c'est impossible de faire des mesures sur un accompagnement psychologique où la relation entre le traitant et le traité a un impact énorme. Donc c'est éminemment compliqué. Donc en fait, avec les protocoles actuels, on n'a pas moyen de mesure, de comparaison. Et donc ça pose un problème de fond de comment on valide telle ou telle méthode. Et je sais que dans nos pratiques, on cherche toujours à trouver des études de validation, mais c'est hyper compliqué parce qu'elles sont toujours attaquées parce qu'on n'est pas devant le double aveugle, mais c'est impossible de mettre en place. Quelle piste il y aurait pour justement avancer sur ce sujet-là ? Valider d'autres protocoles de mesure qui soient adaptés à ces nouvelles mais ils ont essayé avec l'homéopathie la dégranulation des basophiles à l'époque. Ils se sont fait flinguer parce qu'ils allaient dans un domaine qui n'est pas le leur. Il fallait rester dans le côté un peu mystérieux de cette autodilution et tout ça. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'ils voulaient une autorisation officielle, et là ils se sont flingués. C'est comme quand l'acupuncture a été dévolue en France qu'aux médecins, qui étaient d'un coup d'excellents acupuncteurs, et les thérapeutes ne pouvaient pas l'être, puisqu'il fallait être médecin. Oui, c'est une stupidité, c'est une stupidité affligeante. Et là j'ai vu des écoles, des patrons d'écoles d'acupuncture qui essayaient de s'embringuer là-dedans. Dans des positions, pour ceux qui sont acupuncteurs, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait une sciatique, alors il faisait une aiguille sur le point du trajet douloureux de la sciatique, vous voyez comme ça peut être la cause, puisque c'est un passement discal, donc c'était pas là qu'il fallait piquer, il mettait l'aiguille là-dessus et pas sur un point d'acupuncture, et en plus il piquait après, à côté, ils avaient fait comme les doubles aveugles, dont il y avait 20 personnes qui avaient une piqûre dans la fesse, même pas sur le trajet sciatique, il ne fallait pas. Et l'autre sur le trajet, l'endroit douloureux, mais du nerf, qui lui était coincé plus haut, bien sûr, par une discopathie, un affaissement discal. Mais c'est une absurdité, mais je leur ai dit. Mais ils ont continué là-dedans. Alors, parce que quand on se réunit avec eux, on parle franchement entre nous. Je leur ai dit, c'est stupide. Par rapport à l'homéopathie, par exemple. Oui. L'homéopathie, eh bien, il y a... On trouve il y a bien des ouvertures. Pour un traitement, pour un rhume, il n'y a pas un remède, il y en a 15, il y en a 20.
Donc, si on prend un remède, on va se dire, on va étudier ça dans le rhume, c'est évident qu'on va avoir un résultat qui va être nul. Et donc, la seule solution, ce serait de dire, on va prendre 10 homéopathes qui vont soigner chacun 20 rhumes, on les laisse prescrire le remède de leur choix et on va regarder le résultat que ça va donner. Là, on peut commencer à avoir un travail. Pour la dégranulation des basophiles, c'était surtout Benveniste qui avait fait ça. Mais lui, il avait travaillé, c'était sur la mémoire de l'eau. C'était un scientifique. C'était pas encore c'était pas sur l'homéopathie. La mémoire de l'eau. Il y a eu des équipes qui se sont mises là-dessus pour prouver que ça marchait. Oui, tout à fait. Et là, j'aurais dit, n'y allez pas parce que c'est pas votre domaine. Vous allez vous faire flinguer. Mais là, on n'était plus sur l'homéopathie, on était sur un sujet qui était encore plus tabou que l'homéopathie. Oui. Mais pour se dire, puisque tu parles de Benveniste, la mémoire de l'eau, puisque ce que je fais est énergétique, j'ai fait des expériences un jour dans un séminaire pour prouver aux médecins que je formais depuis des années que c'était quantique, puisque jusqu'à présent, je parlais de fréquentiel, mais là j'ai dit, il faut quand même que je leur dise, parce qu'ils ont l'air idiots, ils font du quantique sans le savoir, ça rappelle des textes de théâtre. Et donc, on avait fait des expériences, alors j'avais coupé le filin qui transmet l'énergie quantique, j'avais montré qu'avec des observateurs, bien sûr, qui prenaient le pouls à d'autres patients qui surveillaient, que si on le met perpendiculaire à un livre très épais, il y a une partie qui revient à l'arrière, qui rebondit. Si on l'incline un peu, il y a une diffraction qui se fait vers l'autre côté, une réflexion qui se fait de l'énergie quantique, et que de toute façon, de l'autre côté, quel que soit le sens, à travers le livre, on pouvait dépister l'énergie quantique. Et alors il faut savoir que ce sont des choses qu'on peut faire comme expérience. J'avais fait sur un plan en fonte, très épais, sur un plan en porcelaine très épais, et plus c'est dur, plus vite ça s'est transféré, plus l'énergie quantique est puissante. Pour l'énergie électromagnétique surtout. Oui, c'est quantique. Oui, si ce n'était pas quantique, ça ne peut pas marcher comme ça. Et donc, dès que c'est difficile pour eux, les particules quantiques traversent avec une vitesse supérieure à la lumière, d'ailleurs. Ça a été mesuré. Vous avez tout suivi, hein, Interro, là. Donc, et là, dans ces expériences, j'avais fait imprégnation de l'eau d'une bouteille, de petite bouteille. Non, c'était un vase en verre. Et là, j'avais fait imprégnation. Je mettais un plot sur le côte cœur, par exemple, dont j'envoyais l'information énergétique cœur. Et j'envoyais l'eau dessus, et après, tous ceux qui sont venus ont pu dépister la présence de l'énergie cœur dans cette eau. J'avais fait aussi le foie, enfin plusieurs choses, et chaque fois, ils retrouvaient, et ils se trompaient. Quand ils changeaient le flacon, on pouvait faire le changement comme on fait avec les cartes, on repérait très bien avec le pouls que la présence, donc Benveniste avait raison, il reste quelque chose d'énergétique dans l'eau. Hein. D'ailleurs, les travaux ont été repris par le professeur Montagnier et son équipe. Alors, il y a eu énormément d'expériences, de travaux, de recherches, etc., que ce soit en médecine conventionnelle ou dans les soins naturels. Ça avance énormément ces dernières années. C'est quand même la bonne nouvelle. Comment vous ressentez, comment les personnes réagissent aujourd'hui dans cette complémentarité-là? Est-ce que ça devient quand même assez équilibré, où on va aller chez le médecin et puis on va aller chez son thérapeute ou autre, comment ça se passe pour vous? Donnez-nous un petit peu la tendance actuelle, où est-ce qu'on en est? Moi, ce que je perçois, c'est que je discute souvent avec des jeunes médecins, et il y en a de plus en plus qui ont une vraie curiosité pour entre guillemets, l'autre monde, et qui, quelque part, vont se former à de l'hypnose, etc. Donc cette ouverture, elle progresse, et je trouve que ça va dans le bon sens. Et dans le sens inverse, beaucoup d'intervenants aujourd'hui ont dit qu'ils étaient tout à fait conscients de leurs limites, qu'ils ne cherchaient pas à tout faire. Et comme tu le disais, Luc, si j'ai un infarctus dans les 5 minutes, surtout appeler le SAMU. Donc je crois qu'il faut avoir cette vraie conscience. Et la conscience, derrière, il y a le terme de responsabilité. Donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Moi, je crois que personne n'est capable de tout traiter, quelle que soit la science qu'il pratique.
Et donc, à un moment donné, il faut savoir dire non, je suis aux limites de ma compétence et il y a besoin d'aller sur un autre registre pour aller plus loin. Et si on arrive à ça, c'est vrai pour nous qui ne sommes pas médecins, c'est vrai pour les médecins. Je crois qu'on aura énormément progressé, mais je sens que ce mouvement est de plus en plus présent. Le mouvement est enclenché? Pour moi, oui. Je suis d'accord que les jeunes médecins s'ouvrent beaucoup plus, je suis vraiment d'accord. Et aussi ont tendance à créer des centres pluridisciplinaires où ils ont intégré des non-médecins, des thérapeutes en énergétique, en hypnose, en acupuncture, enfin il y a des regroupements de cabinets, médecins et non-médecins. Ça s'est fait depuis longtemps au Canada, en Belgique, Oui. et on est un peu en retard en France. Alors là, voilà, je vous posais la question pour la France, hein, je précise. Après, ce qui se passe aussi, c'est que les gens sont des fois un peu perdus avec toutes ces médecines Oui. complémentaires, parce qu'il y en a C'était énormément. une prochaine question, justement. Comment Ah, mais c'est très intéressant. Vas-y, Valérie Bruni. C'est pas rare qu'ils disent, je sais pas vers qui me tourner, vers l'hypnose, vers l'EFT, enfin, je crois qu'il y a aujourd'hui 500 médecines complémentaires à peu près. Je ne suis pas sûre du chiffre exact. C'est pas le chiffre exact. C'est aux mais alentours. ça commence à faire. Donc, faut imaginer, et c'est vrai qu'on en découvre tous les jours. Moi, j'en découvre tous les jours encore. J'entends parler, là, on vient d'entendre parler par quelqu'un d'acupuncture. J'avais jamais entendu parler de ça. Enfin, il y en a plein. Donc, j'imagine que nous, on est baignés dedans depuis des années, mais pour les gens à l'extérieur, ça peut être. Ce serait intéressant d'avoir votre retour par rapport à ça. C'est que parfois, juste après, on ne sait pas trop, ils savent pas trop vers qui se tourner. C'est l'importance du bouche à oreille. Voilà. C'est pour ça d'être piloté par le pharmacien, par le médecin, par un autre thérapeute est toujours indispensable. Bien sûr, oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais moi, ce qu'il je faut- sais, oui. Excuse-moi, Par ses mais propres ce clientèles qu'il faut aussi. bien comprendre aussi, c'est que la France revient de loin quand même, parce que moi, je me rappelle quand je me suis installé dans les années, début des années 83, tous les magnétiseurs, les thérapeutes, etc., étaient fichus à la porte des cabinets des médecins. Donc aujourd'hui, il y a quand même un changement notable. Et qu'il aille lentement, oui, mais il y va sûrement déjà. Non, mais déjà doucement, quelque mais chose. sûrement, c'est bien. Voilà, Ça va être pérenne après. parce qu'on est quand même dans le pays à la fois de Pasteur et dans le pays où il y a les lobbies pharmaceutiques qui sont puissants. Voilà, donc les résistances sont fortes. Puis c'est tellement plus facile finalement de se soigner des fois avec le médicament parce que ça demande beaucoup moins d'efforts. Ah bah c'est sûr. Quand on fait autrement, c'est remboursé, oui, voilà, c'est en ce que plus dit, il y a Véronique, l'aspect oui. financier. Exactement. Et en fait, on se rend bien compte. Que L'aspect financier est un vrai moteur quand même. Ah oui, je pense, bien hein. sûr, bien sûr. Mais je sais pas, nous, on a un budget dans notre vie pour la santé et c'est peut-être après l'achat de la maison un des postes les plus importants, mais c'est notre choix. C'est notre choix en conscience et c'est notre responsabilité d'en prendre soin. Et c'est ce qu'on essaie de transmettre aux gens, c'est qu'ils ont leur responsabilité. C'est pas le médecin qui a la responsabilité de la santé. Non, mais dans les mœurs, c'est quand même ce qui est encore très ancré. Hein. Parce que c'est ce qu'on leur a appris. Voilà. Après, il y a aussi, tu vois, des principes de réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a énormément de gens qui ont envie de travailler sur eux ou d'aller explorer le côté complémentaire, enfin autre de nous, quoi. Mais qui effectivement vont arriver tout de suite en disant bon, c'est super, mais vous n'êtes pas remboursé, c'est 60 € de l'heure, il me faut combien de séances, j'ai juste envie d'être heureux. Donc, généralement, il va avoir une posture à avoir. Et c'est vrai que tu vois, on est un petit peu comme la société, elle est en évolution, et comme tu dis, on revient de loin. Mais c'est un peu aujourd'hui comme le bio, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grands organismes de financement vont donner à ceux qui font de l'agriculture conventionnelle. Le bio se débrouille un peu tout seul, du coup, il multiplie par 3, du coup, tu n'as pas accès. Pourtant, tu as envie d'aller manger ça. Dans beaucoup de domaines. Tu as envie d'aller manger ça, mais tu n'as pas toujours la possibilité financière de le faire. Et je crois que nous, on en est un peu là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est, je pense, de plus en plus entendus. Et puis, je pense que les médecins, ils sont de plus en plus dans leurs limites. Parce qu'il y a une intensité pour eux, ils n'ont plus le temps, ils font des burn-out. Moi, j'en ai accompagné suffisamment pour le savoir. Ils sont eux-mêmes pris dans leur système financier, d'avoir un train de vie qui fait qu'à un moment, ils ne peuvent plus reculer non plus sur le nombre de séances journalières, etc. Machin. Et que du coup, les gens ne sont plus contentés d'une prescription de 5 minutes ou de 10 ou 15. Ils ont aussi besoin d'être entendus. On dit que tu sais, les thérapeutes, c'est les curés modernes. Oui. Clairement, on a 1 heure pour vous. On vous écoute. On s'offre 1 heure, mais c'est vrai. En tension. C'est un vrai cadeau. Et effectivement, ça n'a pas le même prix, c'est pas remboursé.
Mais ça fait partie de l'évolution. C'est là où cette dimension de complémentarité, elle est intéressante parce que si personne ne décide de se faire la guerre pour savoir qui a raison, ou de mettre des ou, alors on devrait mettre des et, eh bien effectivement, moi je pense que tous les outils ici, là-bas, ont une pertinence, surtout si on les maîtrise. Parce qu'il y a le bon et le mauvais thérapeute. Alors c'est comme tout, oui. Mais, et voilà, et tous les médecins ne sont pas mauvais ou bons, super ou pas, mais ils apportent le SAMU et autres, et les opérations, les chirurgiens, etc. Mais parfois, il faut un thérapeute, parfois il faut un médecin, parfois... Mais aujourd'hui, on est dans un système où effectivement, je comprends que les gens aillent voir un médecin qui est remboursé, qui parfois même, lui, va jouer avec le système pour se faire des petites hypnoses, consultations, secteur machin, secteur 3 et tout. Forcément, on n'est plus sur le même terrain, tu vois. Il y a tout un système. Dans 10 ou 20 ans, ça va peut-être changer. Il faut savoir aussi que pour les médecins, c'est beaucoup plus dur, parce qu'il y a le Conseil de l'ordre qui est toujours prêt à intervenir. Ouais, les délations sont faciles, puisqu'ils n'ont pas s'identifier, et ils vont vous embêter. Donc il y a des mots à ne pas dire. Par exemple, quand un médecin fait de l'énergétique et ne fait plus la médecine, il ne faut plus qu'il parle de diagnostic. Le diagnostic est un acte médical. Donc c'est sur la sémantique qu'il ne faut pas se faire flinguer. Et vous, les thérapeutes, je vous conseille de faire la même chose. Vous êtes dans une médecine énergétique complémentaire, une correction énergétique complémentaire. Comme il le disait tout à l'heure, et tu avais tout à raison, dès qu'il y a un problème, comme le jeune que j'ai amené vite à l'hôpital, et j'en ai amené d'autres alors que j'étais de garde de nuit. À l'époque, c'était comme ça, une fille qui a une péritonite, je l'ai mis à l'arrière de la voiture et je l'ai amené se faire opérer. Les parents que j'avais téléphoné à l'avance au chirurgien, parce que c'était ça où il mourait. Donc la médecine a son confort, c'est surtout la chirurgie qui apporte des choses qui sont irremplaçables. Comme je dis à mes patients, quand c'est opérable, quand c'est de la chirurgie, n'hésitez pas, allez-y. Ça, il le faut. Non, mais complètement. Bon, après, discuter du bien fondé d'une chimio très violente à quelqu'un qui est déjà presque mourant, ça peut se discuter, mais pas avec nous. On n'est pas compétent. Donc, je dis, ça se discute avec le prescripteur, c'est-à-dire l'oncologue. Donc, il faut rester à une certaine place. On est énergétique, ok. On est complémentaire, ok. On n'est pas, attention, alternatif. Ce mot, il faut le bannir. J'ai entendu tout à l'heure certains qui ont parlé, mais faites attention, parce que c'est comme ça que vous allez vous faire flinguer. Il y a des gens... Non, mais dans l'exercice de ce que vous faites, dans l'exercice que vous faites, si vous prenez un terme qui va susciter une action contre vous, on ne va pas s'en priver. Donc voilà, c'était pour il faut aussi pas vivre dans la peur. Non. Parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours exercé l'acupuncture, l'homéo. Des gens m'ont traité de farfelu parce que j'ai exercé l'acupuncture et l'homéopathie. Dès qu'on sort du cadre, forcément. Après ça, j'ai fait de la médecine énergétique. Personne ne m'a jamais... Mais j'ai jamais eu peur, même de l'ordre des médecins, de la sécu, des choses comme ça. Parce que à partir du moment où je travaillais dans mon intégrité, dans mes pensées, je me disais, de toute façon, s'ils viennent m'embêter, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir me faire? Me supprimer de l'ordre des médecins. Je ne peux plus exercer. Moi, je prends mes valises et puis je vais travailler à l'étranger. Et puis c'est tout. Il ne faut pas vivre dans la peur, parce que la peur attire le danger. Et on a beaucoup parlé d'amour, d'ailleurs, aujourd'hui, justement pour... contrer cette peur, n'est-ce pas contrer, est-ce que c'est le bon mot pour vous? Il faut rester toujours dans l'intégrité, dans l'amour de ce qu'on fait, dans l'amour de ses patients, et puis le reste, Inch'Allah, c'est pas grave. On a fait au moins ce qu'on avait envie de faire, on l'a fait comme on l'avait avec notre cœur, et puis c'est tout. On n'aura pas de regret. On n'a pas de regret, puis j'ai jamais eu le moindre souci. Mais c'est eu la chance, c'est qu'il n'y a pas eu de délation. Mais de la chance. Oui, parce que je te garantis que c'est un milieu, chacun le présente avec le mot qu'il veut. On te défait. En tout cas, non mais c'est vrai. C'est très dangereux. C'est pas un babéliste, ce qu'il a payé cher. En tout cas, aujourd'hui est vraiment ressorti ce mot amour. Je crois qu'il était présent dans toutes les présentations, et je crois que c'est important justement de monter d'un niveau et de se dire qu'au-delà, peut-être des petits conflits, enfin en tout cas des incompréhensions qu'il peut y avoir. Il y a au niveau au-dessus cet amour, et donc quand on est dans un acte d'accompagnement, à partir du moment où celui-ci est présent, pour moi, je ne sais pas le quantifier, c'est peut-être 2/3 en fait de la réussite de ce qui... Ça fait le plus gros du chemin. De ce qui est fait. Et je crois que c'est ressorti très fort. On a beaucoup tous parlé du rôle des émotions, et puis de l'émotion reine
positif dans tout ça, c'est cette notion d'amour. Donc je pense qu'il faut surtout pas l'oublier et que ça vienne au-dessus en fait de la mêlée, si mêlée doit y avoir. Surtout que l'amour n'a pas d'opposé. L'opposé de l'amour, c'est pas la haine. La haine, c'est l'opposé de la compassion. C'est plus l'amour est the top, bien plus fort. C'est... Une chose à rajouter sur l'amour? Parce que c'est vrai qu'on se réunit aujourd'hui avec beaucoup d'amour pour le coup, puisque c'est quand même des thématiques qu'on ne voit pas tous les jours, hein, cette complémentarité des médecines. Merci Anne Sarkissian à nouveau d'avoir créé cet événement et de nous réunir chaque année. On a la 3e édition cette année. Je pense qu'il faut beaucoup d'amour, qui est beaucoup plus haut, qui est bien plus élevé que tous ces dogmes, ce système. Alors les enjeux, on les comprend clairement. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu pour vous quels sont les enjeux justement que cette complémentarité prenne de plus en plus de place, prenne sa place, justement un bon équilibre? On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui, on a parlé de ce masculin, ce féminin, cette ombre, cette lumière, droite, gauche, etc. Cette dualité de la vie. Moi j'ai envie juste de répondre par rapport à ça. Je crois que, l'important c'est un peu ce qu'a dit Luc, je crois que c'est l'intégrité, c'est la rectitude, c'est le fait d'être vraiment dans cette dimension de chacun sa place, une place pour chaque chose a sa place, et on a tous quelque chose à faire. Et au-delà de nous, en tant que thérapeute ou de profession, il y a aussi les gens qui vont venir nous voir. Et ce qui est important aussi, c'est que ces gens comprennent que justement, quand on fait de la thérapie, on ne vient pas consommer. Ouais. On vient faire un vrai travail, il faut du temps, c'est un petit peu, tu sais, comme quand on donne la pièce pour traverser le fleuve. Hein, quand on donne une pièce, on donne quelque chose et ça nous coûte. Quand on vient faire un travail sur soi, il y a le mot travail, il y a du labeur, on n'a pas envie d'y aller, on se prend des taquets, on tombe dans nos peurs, nos hontes, nos souffrances, on dépose tout ça et il se passe quelque chose derrière, il y a une récolte. Et je crois que c'est ça je crois que c'est important d'aller éduquer les gens à cet endroit-là. Est-ce qu'on ne vient pas se nourrir plutôt que travailler sur soi? Est-ce que ce mot travailler sur soi, moi je l'entends très souvent forcément à la radio. Se nourrir, ça, tu vois, ça dépend. Il y a des gens qui ont vraiment envie d'être co-thérapeutes, j'appelle ça. C'est-à-dire qu'ils s'impliquent, ils entendent, ils descendent, ils regardent, ils déposent et ils en font quelque chose. Il y a des dimensions de résilience. Ah oui, mais il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui veulent le médicament thérapeutique. Ils veulent une hypnose en une séance, je vais arrêter de fumer. Je veux juste être heureux, moi, M. Cano. Ok, combien de séances? Non, parce que vous êtes... moi, je leur dis au revoir, merci. Non, j'ai pas le temps. Tu vois, mais il y a cette espèce d'infantilisation quand même, de sécurité sociale, de paternalisme étatique, de quelque chose qui fait que, bien, est-ce que je vais prendre la responsabilité d'aller vers mon autonomie et de faire ce travail de structuration avec une vie-mort renaissance à cet endroit-là, parce que d'aller travailler sur la structure de l'enfance intérieure, qu'elle soit réelle ou psychique, c'est des sacrées descentes. D'aller derrière, de passer de la dimension du socio-culturel, tu vois, où c'est la faute des autres, je veux qu'on s'occupe de moi et je veux que ça arrive sur un plateau, parce que si j'ai envie de faire un truc et qu'il n'y a pas le tapis rouge, c'est que c'est pas pour moi. Bon, ça c'est la dimension socio-culturelle. Derrière, il y a une dimension qu'on appelle l'individualisation, c'est-à-dire je me rends compte que ça me nourrit pas, je me reconnais pas là-dedans, et quoi que je fasse, j'ai pas cette reconnaissance, et donc d'un coup, qu'est-ce que je veux faire pour moi? Et je m'en fous des autres. Et qu'est-ce que je veux faire quitte à en mourir? Ça, c'est l'individualisation. Et là, déjà, quand tu accueilles en thérapie quelqu'un qui est dans ce mouvement-là, super. C'est ce que disait un petit peu Olivier Bruni tout à l'heure, c'est qu'on a fait les 2 tiers déjà, parce qu'il y a quand même un engagement, une responsabilité qui est prise et qui enclenche quand même un changement prépondérant. Quand tu reçois des gens comme ça, excuse-moi, c'est génial. Mais quand tu reçois les autres, c'est long. Mais c'est pour ça que c'est important d'en parler. C'est lourd. Sur une table ronde comme ça. Non, parce que moi, j'avais une patiente comme ça qui en venait de découvrir un cancer, et puis elle me dit, mais vous savez docteur, je fais tous les traitements que vous voulez sans discuter. Je lui dis, vous serez content de moi. Je dis, justement, je serais très mécontent de vous. Parce que justement, ce que j'ai besoin, c'est que nous en discutions, que vous discutiez, que vous preniez part à votre traitement, que vous ne soyez pas en train de suivre sa vie. Voilà, de dire pourquoi on fait, pourquoi on peut pas prendre, pourquoi on fait la chimio, pourquoi pas la radio, pourquoi pas. Et on discute, on comprend et on participe. Et en plus, mais dans tout ça, il y a aussi une prise, un changement de mode de vie qui est aussi à prendre en compte que le patient doit faire, etc. Et c'est un peu comme là, on revient un petit peu sur
sur les remèdes naturels. C'est un peu comme l'alimentation bio. Oui. On dit c'est plus cher. Oui, c'est vrai, mais il suffit de supprimer déjà toutes les saloperies de sucreries dans le caddie. C'est ce que j'allais répondre un petit peu tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'il y a des choix à faire encore. J'ai mangé ta question suivante. Non, ça va, c'était pas là-dessus. C'est pour rebondir justement tout à l'heure ce qu'il disait, donc c'est ça. Je ne sais plus qui est-ce qui me disait que dans une relation, les deux personnes, les deux membres de la relation, en fait, sont 100% responsables de la qualité de la relation. Ouais. Et donc, il y a ce qu'on a dit sur l'acte d'amour de la part du soignant. Et pour le soigner aussi, il y a le fait de son engagement et du fait qu'il se sente acteur de ce qui va se passer. Et c'est bien ce que vous disiez, hein, pas consommateur, acteur responsable, capable de discuter avec celui qui le soigne, de ce qu'il ressent, de ce dont il a envie. Et voilà, pour moi l'enjeu, ça serait celui-là, c'est non seulement faire monter en amour les soignants, mais faire monter en responsabilité, en fait d'être acteur les soignants. Et si on arrive à progresser sur les deux, waouh, et là je pense que la clé elle est des deux côtés. Et moi je dirais aussi en responsabilité régulière, parce que des fois, dans cet aspect de médecine naturelle, on a l'impression qu'ils font la comparaison aussi avec les médicaments, c'est-à-dire que je vais faire ma méditation le matin, et puis ça le soir, mon exercice de gratitude le soir, et puis ça va bien aller. Bon. Hein, alors que non, c'est aussi un mode de vie, on est son propre cobaye. Pour moi, c'est mon laboratoire, ma vie c'est mon laboratoire, je suis mon propre cobaye, je m'observe tout le temps. Et c'est pas en faisant une méditation le matin et les gratitudes l'après-midi que je vais changer ma vie. Donc il y a aussi cet aspect-là de dire, mais je m'engage complètement aussi dans des transformations, mais c'est pas en faisant la pilule le matin, le midi et le soir que du coup, ça y est, je me sens bien à ces moments-là, mais le reste du temps, c'est pas pareil. Ça peut quand même être un départ. Ah oui, bien sûr. Non, et pour la personne, le client lui-même, de se dire, je m'engage. Après, c'est sûr qu'il faut bien commencer par quelque chose. C'est clair. Est-ce qu'il y a des différences suivant justement les générations? Parce que c'est vrai que cet engagement est quand même aussi un petit peu dans les lignées, etc. Avant, on n'avait pas forcément le droit de trop parler, de dire les choses, etc. Aujourd'hui, on est quand même sur des discussions qu'on n'aurait pas eues il y a plein de temps déjà, hein, je pense. Donc automatiquement, c'est intéressant de voir un petit peu aussi, est-ce que les personnes, vous trouvez qu'elles communiquent entre elles, donc justement, elles renvoient les adresses, les bons plans, etc. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, mais c'est important de voir au niveau de la communication et de sensibiliser le public là-dessus. Il faut délier un petit peu cette parole. Internet, Facebook et tout ça, et toutes ces informations-là qui circulent et qui font aussi beaucoup de bien, mais beaucoup de mal. Bien sûr, il y a toujours la dualité. Et comment qu'ils arrivent, et il y a beaucoup de personnes qui n'y connaissent rien en médecine et qui, je comprends, qui soient affolées quand ils arrivent sur certains sites Internet, qui ne sont pas forcément faux, mais qui ne sont pas vrais. Donc ça communique pas trop? Non, c'est vrai, moi je rejoins sur Internet parce que je pense que de plus en plus ça communique sur Internet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est facile à travers une formation de pouvoir s'exprimer sur Internet. On valorise beaucoup aussi du coup le marketing qui vient remplacer qui on est. Et du coup, on cherche plus à vendre qu'à aider les gens ou à accompagner les gens. Et c'est ça aussi qui peut faire que j'ai plein de promesses. Mais derrière, qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces promesses? Ça peut justement dénaturer la qualité de l'accompagnement que certaines personnes peuvent apporter. Mais pour la formation, quand même, Internet, je vois, j'ai mis tous mes cours en vidéo formation, c'est quand même un outil pratique. Ah oui, tu fais une conférence. T'es chez toi, tranquille. Ouais, c'est pas tellement ça, c'est que tu peux toucher des gens qui jamais ne viendraient. Ouais, ça, c'est sûr. C'est ça, parce que c'est la dimension infinie, quoi. Oui, c'est clair. Il s'agit d'un réseau, et puis chacun reçoit chez lui une formation. Donc, s'il juge que c'est les qualités, après, il continue là-dedans. Mais c'est quand même, côté Internet, ce que je trouve de meilleur. Puis après, moi, pour mes recherches scientifiques, je suis souvent sur les sites américains pour traquer des maladies un peu orphelines
pour essayer de voir comment je pourrais améliorer en portant des codes ou des codes inverses de maladies ou de gènes. Pour moi, c'est un outil, tous les jours, j'utilise ça. Après, je comprends la relation avec le malade, elle est indispensable. Mais là, je parle de ma recherche et après de transmettre l'information. Mais pour le malade, par contre, dans le cadre d'éducation, comme tu disais, Ouais. c'est sûr que ça peut être justement un super outil. Moi, je m'en sers aussi comme ça pour éduquer. On ne va pas soigner, mais on va éduquer, sensibiliser les gens, justement à leur donner envie, peut-être, d'aller consulter, d'aller voir des thérapeutes, d'aller voir des Bien personnes sûr. qui leur correspondent. C'est l'ouverture à la connaissance, en fait. Ouais. quelque part. C'est ça. Voilà. Je pense que... Alors, on ouvre une ère de connaissances Ouais. aujourd'hui quand même. Hein. Oui, puis en plus, il y a plein de connaissances qui étaient dites secrètes autrefois et qui sont maintenant à disposition. Ouais. Donc c'est quand même intéressant, ça évite de rentrer dans des systèmes. Ça permet une accélération. Tu vois, quand il y a eu les sciences participatives, on s'est rendu compte que quand on mettait 50 chercheurs du monde entier sur une problématique et qu'on les faisait travailler ensemble par le net, il y avait des chutes de la rapidité où ils trouvaient la solution. Là où il aurait fallu 10 ans, là en 3 mois, on avait une Non, info. mais effectivement. Et donc ça, c'est génial parce que c'est quelque chose qui donne l'espoir, je trouve. Parce qu'on peut voir le côté obscur de la force ou Mais il y l'effondrement a ou les toujours un choses. côté. Mais il y a des choses qui vont ouais. tellement vite, il y a des bascules tellement rapides, que d'ailleurs on constate dans les accompagnements des jeunes, ce que je disais, des fois, quand je reçois quelqu'un de 50, 60 ans ou je reçois un jeune de 15 ans, je fais les mêmes exercices. Hein. Celui de 15 ans, il dit ok, merci, sur revoir. Ok. Alors que je vais avoir 3, 4, 5, 10 séances, parce qu'il y a une espèce de rapidité déjà d'aller trouver la racine et l'information, puis de l'intégrer, j'aime pas le mot reprogrammer, mais tu vois, transcender, inclure. Quoi. Le gars, il retraverse la mémoire, il vit l'émotion, puis on sent que c'est remis, puis il repart dans sa vie. On Et ça, parlait de c'est incroyable. génération tout à l'heure, il y a quand même aussi peut-être plus de choses à aller gérer chez quelqu'un qui a été. Non, je crois que c'est C'est pas, vraiment une question justement. de logiciel. Il y a Windows 10 Parce qu'il y et a puis beaucoup de croyances là-dessus. un Mac ou ce que vous voulez, mais et puis il y a 97, 2003. Quoi. Il y a beaucoup de croyances là-dessus, donc c'est intéressant d'en parler justement. Moi, je suis impressionné de la capacité, Ouais. dans les états modifiés de la conscience, de récupération des racines, parfois jusqu'à des stades périnatales très rapides, mais on ne se connaît même pas. Hein. L'autre, il retourne déjà, j'ai 3 mois, je suis dans le ventre de ma mère. Ok, allons-y. Et il règle le truc et il repart, il ne revient plus. Hein. Et les parents disent, ok, c'est super. Il n'y a pas ça dans les cerveaux. Déjà, le mien, je sais qu'il pourrait être mieux, il y a optimisation avant, mais là, ce qui arrive, c'est... Je pense Et c'est que- ça qu'on ne voit pas, tu vois, ça c'est vraiment, excuse-moi, c'est juste, ça c'est invisible, mais ça donne de l'espoir sur ce qu'on essaie de nous montrer et ce qui arrive. Ouais. Ça, Il y a un c'est côté pervers quand même dans cette inondation d'informations sur les terrains scientifiques. Dans les sites américains, ils ont tout. C'est que le problème, tu tapes le nom d'une maladie avec une extension éventuellement, mais tu n'as pas la chronologie des découvertes. Et donc tu tombes sur des travaux anciens. Il faut chercher pour trouver le travail qui va être actualisé. Et en même temps, toi, tu fais ce travail de résumé, c'est-à-dire que tu nous évites à nous Oui, le mais faire. si c'est un... Tu nous donnes le badge, puis nous, là, c'est cool. Ouais. Ça sert à ça aussi. Si tu cherches à actualiser en fonction des dernières trouvailles, c'est tellement immense que c'est difficile maintenant. Et si on prend les jeunes générations, je pense qu'ils demandent deux choses. D'une part, d'avoir du sens. Donc, à partir du moment où on leur explique bien les choses, super. Puis la deuxième chose, c'est qu'ils ont besoin d'être considérés comme un individu et non pas comme une catégorie. Et à partir du moment aussi où on les écoute et on prend en compte leurs spécificités, donc s'il y a sens et puis individuation, à partir de ce moment-là, tous les filtres sautent. Et à ce moment-là, tu peux plonger dans ce que tu dis, et ils te font confiance et ils y vont. Et c'est vrai que d'autres générations peuvent avoir plus de retenue, de filtres, de pudeur, etc. Et du coup, ça va beaucoup moins vite. Nous, on travaille régulièrement en Afrique, au Sénégal, et là, on voit que c'est encore autre chose, quoi. C'est une autre culture. Il n'y a pas les mêmes filtres qu'en France, et on arrive beaucoup plus facilement à travailler avec des enfants, à travailler avec des éducateurs d'enfants, avec des méthodes qui pourraient paraître en France, entre guillemets, olé olé, parce que voilà,
c'est dans l'énergétique, dans l'immatériel, etc. Et là-bas, ça passe très bien. Et je me souviens une fois, on cherchait à avoir des fonds pour nos missions. On a intervenu, donc je n'irai pas où parce que je n'ai pas envie de les nommer, donc dans un club en province. Et puis, il y a un médecin à la fin qui s'est levé et qui nous a dit « Bon, votre truc, ça marche bien en Afrique parce qu'il croit à la pensée magique, mais soyez sérieux, on est en France. » Donc on est revenu, c'était en province très très loin. On a récupéré 0, quoi. Et donc on voit que ça peut être très différent suivant à qui on parle. Et les approches doivent être très, très différentes et spécifiques à chaque fois. Très bien. Alors Anne, je pense qu'on va pouvoir commencer un petit peu les questions, peut-être. Moi j'en ai eu déjà plusieurs tout à l'heure. Qui a des questions? J'ai une personne qui m'a demandé tout à l'heure, c'était très intéressant, quelqu'un de malade qui est dans une génération un petit peu plus âgée, on va dire, qui ont donc du mal à parler, déjà avec leurs proches, donc avec les médecins ou les thérapeutes, ils n'y vont même pas en fait. Comment on peut, quand on est plus jeune, les enfants, les petits-enfants, les inviter à aller un petit peu... à effectuer ce réveil, là, ce déclic, à aller voir quelqu'un pour peut-être entendre un mot, une phrase, avoir un soin ou autre qui va permettre de peut-être ouvrir encore le champ. Je parlais de hier, moi, pendant ma conférence tout à l'heure, où en fait c'est important de se mettre en mouvement, d'aller un petit peu faire des choses qu'on ne ferait pas d'habitude. Mais tu oublies. Oui. En fait, compte, moi, c'est ce que je voyais avec les personnes qui avaient l'Alzheimer. Déjà, c'était intéressant, c'était de leur faire passer une bonne musique de Tino Rossi, déjà. Ouais. Donc là, déjà, moi, je me suis retrouvé même avec une personne qui était grabataire dans un fauteuil roulant. J'étais allé la voir pour la faire un petit peu danser dans son fauteuil roulant, et ma plus grande stupéfaction, elle s'est mise debout, elle a commencé à danser quelques pas avec moi. Bon, elle était très prudente parce que je marche très facilement sur les pieds, mais bon, autrement, ça s'est bien passé. Et puis, si on veut accrocher les personnes comme ça, faut aller sur leur terrain. Oui. C'est-à-dire aller leur demander, tiens, papy, quel est ton métier, comment c'était, où tu as passé ton service militaire, qu'est-ce que tu faisais comme recette de cuisine autrefois. Il faut aller sur leur terrain. Et en fin de compte, c'était ça le rôle des anciens, c'est qu'ils nous passaient leur expérience autrefois. Et donc, à partir de ce moment-là, pouf, l'esprit s'éveille, on tient une porte d'entrée, puis après ça, on élargit le débat, et puis voilà, il faut aller, c'est pas eux de venir, c'est nous qui devons aller les voir. Tu as raison de dire ça, parce que de toute façon, ils perdent la mémoire, mais pas la mémoire ancienne, qui reste encore longtemps. Donc tu les branches là-dessus, et après tu sais de faire des miracles. Oui. Mais on peut en faire. Donc il y a beaucoup d'attention à porter finalement pour les ouvrir. On a beaucoup parlé d'ouverture aujourd'hui. On a été voir puis les personnes sont sensibles sur d'autres fréquences. Parler de l'amour, et déjà l'intention. L'intention et l'attention. Et la simple manière de parler, l'intonation va déjà. Et même s'ils ne comprennent pas, ils vont très bien comprendre si c'est une parole sympathique ou. Alors moi, j'ai fait mes 5 derniers d'infirmière en Alzheimer, j'étais responsable d'un bâtiment. Et c'est là que beaucoup de choses se sont déclenchées parce que je trouve qu'on les médicalisait beaucoup trop pour les rendre moins agressifs, etc. Et en même temps, on ne leur proposait rien. Et c'est là que moi, je me suis dit, tiens, je vais mettre en place des ateliers. Des ateliers peinture, dessin, musique, avec ce que j'avais, ce que je pouvais ramener de chez moi, parce que je n'avais pas de matériel. Et en fait, ça a tellement plu. La créativité, et ça a tellement plu que ça a dérangé. Parce que c'était ma propre initiative, parce que c'était pas leur manière de voir les choses. Et c'est comme ça, finalement, que tout s'est déclenché et que je suis partie. Et que finalement, je suis partie vers autre chose. Mais en même temps, je rejoins ce que disait Luc, c'est qu'ils s'épanouissaient dans ce que je leur proposais. Et même si c'était sur du court terme, parce qu'ils avaient du mal à garder leur attention, on avait une diminution de la déambulation impressionnante. Ils ne passaient plus leur après-midi devant la télé. Voilà.
Et les familles les trouvaient beaucoup plus souriants, en fait. Est-ce que ça a été mis en place après? Ah ben non, non. Mais il y a quand même des centres où c'est mis en place. Alors, moi, ça remonte un petit peu. Hein. Ouais. À l'époque, Ouais. c'était il y a à peu près 15 ans, là, Ouais. 15 ans. Et non, moi, j'étais dans mon rôle d'infirmière et là, je débordais de mon rôle. Non, parce qu'il y a des endroits maintenant où ils sont bien Ah oui, bien clos, sûr. bien fermés, où Ben, ils ont moi, justement des ateliers. C'était le cas, des choses mais, comme ça. mais bon, c'était Oui, mais pas... après ça, c'est des histoires voilà, intérieures. voilà, Après, plus, exactement. Mais bon, je sais que c'est encore un peu comme ça dans certains endroits. Ah ouais. Mais il y a tout un changement de mentalité à apporter. Et en même temps, nous, on est au quotidien avec ces gens-là. Les médecins ne sont pas au quotidien avec ces Bien gens-là. Et on ne nous fait pas confiance par rapport à ça. Donc on nous juge en disant, ben voilà, c'est pas ta compétence, etc. Mais moi, dans mon métier, ce que j'ai envie, c'est de faire du bien aux gens. On entend encore Donc, ce cadre, hein, ah, mais oui. cette case là, c'est Ah ben oui, puis rigidité. Puis hein. en plus, on y est vraiment encore. le truc, c'est qu'on va revenir sur la notion de la norme dont on parlait tout Oui, à l'heure. mais c'est un On vrai veut les faire sujet. revenir dans la norme. Mais en fait, c'est un peu comme pour les enfants dont on parlait tout à l'heure. Ah On bah. veut les faire venir dans la norme. Mais en fin de compte, c'est pas ça le truc. C'est qu'il faut tout simplement que ces personnes soient heureuses. C'est ça, la Moi, d'être Alzheimer, quelque part, je m'en fiche à partir du moment où je suis heureux étant Voilà. Alzheimer. D'être un enfant hors norme, comme on dit maintenant, le principal, c'est que lui s'épanouisse dans ce qu'il fait. C'est Là, on tout. remet l'humain au centre, en fait, Bien hein, sûr. au cœur. Toujours, on parlait d'amour. Les hyperactifs, quand ils sont vraiment dans ce qui les intéresse, ils sont capables. très bien. Et là, on ne les entend plus, c'est des vrai. hyperactifs. Mm. Donc, Dans, c'est- dans ce qu'on évoque là, on parle peut-être de l'extrême quand on parle des gens atteints de la maladie d'Alzheimer. Je pense que la question aussi peut concerner des gens plus jeunes, mais qui hésitent quelque part à travailler avec un thérapeute ou être dans quelque chose où ils vont devoir se dévoiler, parler un petit peu d'eux-mêmes, ce qui n'est pas toujours facile. Et moi, j'ai été très marqué par le livre de David Servan-Schreiber, Guérir, hein, qui est sorti maintenant il y a je ne sais pas combien d'années, 15-20 ans, et qui, dedans, il y a un chapitre sur l'écoute empathique. Et quand j'avais lu ça, moi, j'ai été marqué par la simplicité de certaines questions, qui étaient du style de poser simplement la question à votre parent, grand-mère, grand-père, je ne sais quoi, qui est papy, mamie, c'est quoi qui te rend vraiment heureux dans la vie? Des questions aussi larges et aussi simples que celle-ci. Et qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi aussi à vivre dans ce que tu vis? Et je pense qu'à travers ces questions-là, en fait, les gens se sentant entendus, on peut les amener à exprimer des choses sur des registres dont ils n'ont pas l'habitude parce qu'on n'aura jamais posé les questions. Et peut-être que, ce faisant, ça les mettra peut-être en confiance pour aller en parler à quelqu'un Et d'extérieur. puis ça les ouvre déjà en à les conscience. familles, hein. ouais, Mm. tout à fait. Tout à fait. Donc c'est des petits pas, je pense. Hein, Oui. et Pas on là. ne peut pas attirer sur l'herbe pour la faire pousser plus vite. Donc les choses se font à la vitesse où elles se font. Il faut avoir de la confiance et de l'amour. Et ce terreau-là fait qu'il peut y avoir des évolutions. Et de l'attention, donc. On a une question? Alors non, c'est pas une question, c'est un échange justement, parce que je Bien voulais sûr. rebondir sur quand vous parlez de la norme. Quand vous parlez de la norme, mais du coup ça fait lien avec la langue. Qu'est-ce que la norme si c'est définie par la langue? Et la langue justement réfère à la culture de différents peuples. Et effectivement, je rejoins un peu ce que vous avez dit. C'est-à-dire que ce qui est la norme pour nous ici n'est pas la même en Afrique. Ah non. Je fais lien avec ce que vous avez dit. Je fais lien du coup aussi avec les rituels. Comment est-ce que vous pouvez entrer en lien en tant que thérapeute avec, par exemple, des Français ici ou des gens en Afrique? On ne va pas utiliser le même mode de rencontre. Ça se décale vraiment. Et justement, c'est peut-être... Enfin, voilà, c'est des questionnements. C'est peut-être cette remise en question, ne pas être finalement sur la norme des médecins pour la rencontre, être sur une norme que vous créez par chacun votre métier. Donc à réinventer, je ne sais pas, c'est une question ouverte. Ah ben c'est à réinventer, ça c'est sûr et certain. Sinon on ne serait pas là. C'est sûr. Et voilà, c'est comment et comment on Il n'y a amène, pas une norme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que très chacun bonne, a sa norme en fait. Chacun a sa norme et la normalité, si on prend, c'est comme un pendule. Donc on passe toujours d'un extrême à l'autre, du yin au du yang, du sympathique au parasympathique, etc. Et tant qu'on reste dans un certain écart-type, on reste dans la normalité, dans la santé.
Et à partir du moment où on commence à déborder de ça, c'est que là, on commence à avoir les troubles fonctionnels, puis des troubles organiques et des maladies qui apparaissent. Mais c'est parce que la vie, c'est le mouvement, et c'est même pas un mouvement statique, c'est vraiment un mouvement qui avance en plus. C'est la spirale. C'est pas un cercle, c'est la spirale. Pour moi, la clé, c'est de sortir de la relation finalement de soignant à soigné, de thérapeute à personne accompagnée, et d'être dans une relation d'humain à humain. Voilà. Tout simplement. Et la rencontre. Et puis, du coup, ça permet de se mettre au niveau. Et vous parliez de la langue. Effectivement, quand on intervient en Afrique, bien qu'au Sénégal, ils parlent souvent français, ben, on va utiliser, même si ça semble plus compliqué, mais un traducteur qui va permettre aux enfants en fait, de s'exprimer en Wolof, en Sérère, suivant leur langue, parce que c'est beaucoup plus facile d'être connecté à ses émotions quand on va parler la langue qui nous est la plus naturelle, plutôt que de passer par la case cerveau en fait, pour s'exprimer dans une langue qui est un peu plus compliquée en termes d'expression. Donc ça, c'est aussi un point important. Ça va même au-delà, je pense, tu vois, parce que quand tu accompagnes des gens ou que tu travailles, moi par exemple, qui fais des stages sur l'enfant intérieur, si je rencontre des gens dont la langue maternelle c'est l'espagnol, l'anglais, je les oblige à travailler dans leur langue, parce que sinon, ils ne sont pas au bon endroit. C'est-à-dire que s'il faut aller vivre une émotion de 3 ans et que tu commences à leur demander de le faire en français, on n'est déjà plus au bon endroit. C'est pour ça d'ailleurs que souvent dans des stages comme ça, on tutoie les gens. Parce qu'on leur dit si on s'adresse à l'enfant et qu'on le vous voit, on n'y est pas. Et donc du coup, ça va au-delà. D'ailleurs, je conseille plutôt même à des étrangers d'aller voir des thérapeutes étrangers, à la limite. Parce qu'ils vont se rencontrer à cet endroit-là. Alors qu'avec l'autre, je ne suis pas sûr. C'est ce qui se retrouve aussi en Polynésie, parce qu'ils parlent, les Polynésiens parlent très bien français, évidemment, mais seulement ils n'ont pas la même culture derrière. Et donc, en fait, il y a une incompréhension de nous quand on arrive dans ces îles-là, parce que comme ils parlent français, nous parlons français, tous autant, eh bien, on leur prête les mêmes intentions, leur même fonctionnement qu'à nous. Et en fin de compte, ils n'ont pas du tout les mêmes. Ils ont gardé leur fonctionnement traditionnel, ce qui est normal. Mais c'est bien que ça donne des incompréhensions. Mais heureusement, les Polynésiens c'est un peuple très tolérant, très sympathique, et donc ça se passe bien. Mais ça n'empêche qu'il y a des incompréhensions qui se font. Alors, une prochaine question. Bonsoir. Par Bonsoir. rapport à cette question de normes en fait, dont on parle beaucoup, est-ce qu'en fait, au début de votre activité de thérapeute, quand vous êtes installé, etc., il y a eu un problème de légitimité? Est-ce que vous vous êtes senti légitime en fait? Et sinon, comment vous avez fait pour surmonter ça? Alors, je vais redonner la question parce qu'on va peut-être pas entendre sinon sur l'émission. Elle dit, au début de vos activités de thérapeute, est-ce que vous avez eu un problème de légitimité à un moment donné? C'est la première question, on posera la deuxième après. Je pense que quand on n'est pas médecin, tous les thérapeutes ont un problème de légitimité. Après, il y en a qui le vivent bien, il y en a qui tombent dans leur honte à cet endroit-là, il y en a qui en font un vrai problème, et puis il y en a pour qui c'est OK. La légitimité, c'est 2 choses. C'est le diplôme, le petit papier qu'on met dans un cadre, là, qui correspond à quelque chose validé par la norme, papa, le père, etc., l'autorité, le diplôme étatique. Et puis, il y a le fait de faire le chemin. C'est-à-dire que si tu as accompagné 5000 personnes ou 1000 personnes et que tu as un diplôme non reconnu par l'État, tu es souvent plus pertinent que celui qui débarque, qui sort de la fac, et qui a son petit diplôme et qui n'a pas encore reçu quelqu'un. Donc il y a une problématique de légitimité en France parce qu'en plus, cette notion de diplôme étatique est très importante. Il y a des systèmes qui tournent autour de ça. D'ailleurs, on est datadocké, pas datadocké, on a un CPF, pas de CPF, Pôle emploi Bretagne accepte, celui de Paris refuse. Bon, il y a tout un enjeu administratif et là, pour le coup, vraiment d'État. Tous les thérapeutes qui n'ont pas un diplôme étatique ont une problématique de légitimité. Après, comme je te dis, ça se passe bien ou pas? Ils n'assument pas. Il y a des gens qui vont les ramener dedans ou pas. Moi, la première personne que j'ai vue, premier client, sympa. Je lui montre en état modifié conscience qu'il y a une... je sais que c'est là. Je lui montre, non. J'appuie un peu plus fort.
Et au sortir de l'État, il me dit, vous avez quel diplôme, vous? Trop dur pour lui. Donc je lui ai montré, un petit cadre, un petit truc. Il dit, bon, je vais aller voir sur Internet. Internet. Écoute, après, il m'a dit, j'arrête. J'ai dit, bah, faites-moi une lettre. Et on a arrêté, il m'a fait la lettre, on a arrêté. Mais tu vois, alors, moi, j'ai pas de grosse problématique à cet endroit-là. J'ai pas de blessure fondamentale à cet endroit-là. Mais c'est vrai que c'est un vrai combat. Ouais. Je fais des formations, je forme. J'ai eu l'erreur de mettre formation certifiante. Oh putain. Ah bah, Oh l'erreur. Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure. Quand j'ai mis formation qualifiante, je suis datadocké, oui d'accord, mais alors OPCO oui, mais CPF non. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même quand tu essaies de te légitimer avec, je peux te dire que pour être datadocké, il faut y aller, 18 critères dans 26 catégories. Et bien même ça suffit pas en fait. Alors ça suffit pas aux yeux de qui? De l'État, de certaines personnes qui reconnaissent l'État ou qui sont dans ce code, dans cette vision du monde. Mais on est toujours dans le système. On est toujours dans un système. Et je pense que les thérapeutes doivent accepter cet état de fait, que les médecins doivent aussi accompagner ça par leur ouverture, de dire bah ok, vous n'êtes peut-être pas reconnu par l'État, mais nous on vous envoie du monde parce qu'on n'a pas le temps, ou parce qu'on a dit que vous étiez bien, ou parce que j'ai été moi-même expérimenté l'outil. Oui, ça c'est intéressant. Et tu vois, et ça oui, parce que si le médecin qui lui a cette légitimité par de fait vient aider les autres à aller à son niveau pour qu'on travaille tous ensemble, super. Si par contre il s'empare des choses pour dire attendez, par exemple tu vois il y a eu tout un dialogue, enfin toute une problématique sur l'hypnose médicale. Genre, moi j'ai formé des psychiatres et des médecins à l'hypnose. Quand un jour on m'a dit monsieur Cano, hypnose médicale, maintenant c'est médicalisé, vous n'avez plus le droit de le faire. J'ai dit vous êtes dur monsieur. C'est quand même moi qui forme des gens et maintenant on me dit à moi de ne plus le faire, tu vois. C'est là il y a un problème si on s'empare d'eux, on leur madise ou on dit non maintenant il n'y a plus le droit, vous avez le droit, pas le droit, l'homéopathie a le droit, il a plus le droit, les arboristeries ont le droit. Et donc ça c'est plus grand que nous parce que on n'est pas décideurs de ça. Et même les médecins ne sont pas décideurs de ça. Parce que même eux, on leur tire dessus en disant quoi, vous avez envoyé quelqu'un voir un hypnologue? Non mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc tu vois, c'est pas si simple finalement. Non, c'est pas si simple. Non. Moi, je veux bien rebondir dessus aussi. Il y a la légitimité par rapport à justement des médecins, des psychologues, dans lesquels on va du coup se mettre à se comparer, puis légitimité vis-à-vis de soi-même, par rapport aux attentes que l'on a du métier. Et je pense que le problème de légitimité, c'est vraiment soi et soi-même déjà, pour savoir c'est quoi les attentes de mon activité, qu'est-ce que j'en attends, parce que plus j'en attends quelque chose, plus je peux créer cet écart où se situe cette souffrance entre mes clients arrivent et qu'est-ce que j'en attends, qui suis-je moi pour faire ça, et tout cet aspect-là fait qu'à un moment donné, si on ne lâche pas prise sur justement ces attentes, ce métier, et qu'on ne revient pas dans l'humain, je suis là, et je t'écoute déjà, parce que avant de faire quoi que ce soit, je t'écoute, et ensuite, au début, moi, ça se traduisait par, j'avais besoin d'un cadre, parce que je ne savais pas où j'allais, et j'avais besoin d'un cadre. Donc, oui, on est tellement habitués. Donc c'est ok, c'est ok. Après, quand c'est comme ça, vous pouvez prévenir les gens, juste leur dire, faut être aussi authentique. Je pense que c'est ça aussi qu'ils vont reconnaître. Il n'y a rien de pire que de faire semblant que, voilà, je sais, bonjour, allez-y, et que ça fait 10 ans que je pratique, alors que c'est pas vrai. Et plus on est authentique, et plus on crée une relation aussi d'authenticité. Si ça dérange la personne, elle peut nous le dire. Mais sinon, on crée déjà cette relation à travers cette authenticité, et on se débarrasse de cette légitimité. Légitimité de quoi? Qu'est-ce que j'attends? Souvent, je dis, je ne suis pas à la hauteur. Quelle hauteur? Voilà. Qui c'est qui a défini cette hauteur? C'est nous, donc peut-être un travail déjà sur soi. Et c'est des fois ce qui manque aussi. Moi, je suis intervenu dans une école de coaching pendant un moment, et je voyais les gens, mais je disais non, au fond de moi, je disais, mais il va falloir qu'ils travaillent sur lui, parce que ça va être compliqué. Et quand je voyais qu'il y avait 10% de gens qui réussissaient à continuer leur activité, c'était même pas une question de légitimité, oui, qu'est-ce que je fous là, quoi? Il n'y avait pas de projet, il n'y avait rien, qu'est-ce que je fous là? Parce que je veux faire du coaching. Mais c'est pas un métier. Donc à ce côté-là, vous n'êtes pas coach, thérapeute, vous accompagnez des gens, mais vous êtes là. Déjà, si je suis là, je ne vais pas me poser de question de légitimité. Excuse-moi, mais je pense que de toute façon, autant médecin que thérapeute, il y a des soucis des deux côtés. Mais bien entendu. Donc de toute façon, après ça, ces techniques sont complémentaires. Oui. Les décideurs, on ne fera pas
commentaire. Tout le monde a point de Pas suspension. ce soir. Après ça, le seule chose, c'est, comme je disais tout à l'heure, que ce soit les médecins, que ce soit les thérapeutes, c'est d'être bien dans le titre qu'on se donne, parce qu'on dit quelquefois, moi je fais des formations en soins énergétiques, mais comment qu'on s'appelle? Thérapeute énergéticien, soins énergétiques, praticien, etc. En plus, maintenant, les gens achètent des noms, on n'a plus envie de les mettre, parce que c'était déposé. Je dis, le principal, le nom, de toute façon, il n'y a pas de nom officiellement reconnu. Donc, de toute façon, quel que soit le mot, ça peut poser des problèmes si un jour. Mais le tout, c'est d'être bien dans ce qu'on a choisi. Voilà, si c'est un nom, un titre dans lequel on se reconnaît, dans l'activité pour laquelle on reconnaît, qu'on est dans notre intégrité, qu'on reste dans son domaine de compétences, qu'on fait des soins pour le bien de ses patients. Je veux dire, Inch'Allah, c'est l'intention, encore une fois, qu'on y met, sinon. Et puis, la peur attire le danger. Le danger. J'ai bien dit attire. Et puis je pense que si on est bien aligné avec ce qu'on fait, on n'a pas de problème de légitimité à un moment donné. Alors au début, effectivement, on tâtonne, on cherche sa place, etc. Mais je rejoins vraiment ce qu'a dit Ludovic. On est dans l'écoute, on est en face à face, on est d'égal à égal. On n'est pas le sachant et l'autre qui sépare. On est dans une posture vraiment bienveillante et à partir de là, ça part et puis ça fonctionne, quoi, en fait. Voilà. Et puis alors il y a une chose aussi, c'est que ça arrive, ça revient aussi dans la progression. Moi, je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps avec, on va dire, je viens des neurosciences, neurobiologie, puis là je dis tiens, il y a une âme, c'est bizarre. Et je commence à en parler, et là j'ai un coaching où je parle, j'arrive pas à me positionner dans ce monde du développement personnel. Et puis au final, je réfléchis, puis en fait non, j'arrive pas à me positionner moi et moi-même déjà. C'est à partir du moment où je me mettrai en accord avec ça et que je me sentirai à l'aise d'en parler parce que c'est complètement aligné, il n'y aura plus aucun souci. Donc travaille sur toi, prends ce temps-là et après tu délivreras si tu as envie. Mais il y a vraiment ça, moi et moi-même déjà. Une petite histoire vécue, c'est que quand j'ai commencé la médecine, en acupuncture, en homéo, il y avait souvent mes patients qui me disaient « Ah, dites donc, j'ai vu le docteur machin, un de mes collègues dans la même ville que moi, et puis il a dit que vous étiez un médecin, mais vous étiez farfelu, parce que je faisais de l'acupuncture et de l'homéopathie. » En même temps... oui, mais je ne te connaissais pas encore. Et le truc, c'est... ils attendaient la balle de retour. Et alors j'ai dit, comment il a dit ça? Alors ils attendaient. Et puis je lui dis, ça m'étonne parce que c'est un bon médecin pourtant. Et là, je l'ai fait systématiquement, à chaque fois qu'il y avait des échos dans un sens comme là. Et au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, il n'y avait plus jamais d'histoire comme ça. Puis le médecin, je les reconnaissais, je les retrouvais, et puis ça se passait très très bien. Donc là aussi, ça arrivait à désamorcer ces genres de choses. On a répondu à votre question, c'est bon? Alors on va clôturer cette très belle table ronde, sachant que on va retenir que être au service de la santé est quand même primordial. C'est pour ça qu'on est là ce soir et on va tout faire avec beaucoup d'amour pour contribuer à cette complémentarité qui va être grandissante, j'en suis sûre, les années prochaines. Je remercie donc chacun des intervenants. Merci beaucoup pour vos conférences que vous nous avez données aujourd'hui, pour ces échanges intéressants. Et merci pour la tienne. Avec grand plaisir. C'était un vrai plaisir d'animer cette table ronde. Puis comme dit Anne Sarkissian, restons dans l'union, ne pas séparer mais tisser des liens. Comme ça qu'elle a pu créer cet événement, les rencontres entre médecine conventionnelle et les soins naturels. Merci beaucoup à tous. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.